Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot. Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, M comme Muratova, Kira Muratova, indépendante, intransigeante et dissonante, avec Eugénie Zvonkine et Marcos Udall. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Kira Muratova aimait parler d'elle en citant ces quelques vers de Maïakovski. Je veux être compris par mon pays, mais si je ne le suis pas, eh bien, je traverserai ma patrie en passant de côté, comme une pluie oblique d'été. De côté et toujours oblique, Kira Muratova, électron libre et cinéaste incontournable du cinéma soviétique et post-soviétique, et pourtant encore aujourd'hui largement méconnue, beaucoup plus en tout cas que les cinéastes de sa génération, les Tarkovsky, German, Klimov, Konchalovsky et autres Yosseliani qui, comme elle, ont fait leur premier pas dans l'URSS de la stagnation brejnevienne, sans doute parce qu'elle a connu le redoutable honneur d'en être une des cinéastes les plus censurées de ses débuts en 1967 jusqu'en 1986, quand débute la perestroïka et que ses films quittent enfin les étagères où ils avaient été reclus. Et même là, alors que la censure officiellement n'existe plus, elle trouve encore le moyen de manquer de se faire interdire un de ses films. Que lui reprocher tous les pouvoirs, moins tant le contenu politique de ses œuvres que son intransigeance inflexible, son refus de jouer le jeu et de plier les chines, et surtout la forme unique et radicale de ses films, décadrés, disruptifs dans leur narration, saturés de personnages passionnés, soliloqueurs doudingues et mélancoliques, baignant dans une bande-son volontiers dissonante, pour ne pas dire cacophonique. Une œuvre toujours surprenante, protéiforme et dérangeante qui ne cesse de se dérober aux attentes du spectateur, pour reprendre les mots de sa grande apôtre qui lui avait consacré sa thèse de doctorat, notre invitée dans Plan large aujourd'hui, Eugénie Zvonkine. C'est beaucoup grâce à elle qu'on redécouvre aujourd'hui Kira Muratova. Après la rétrospective de cet été au Festival de La Rochelle, on peut en effet depuis mercredi admirer ses films à la Cinémathèque française, et dès mercredi prochain sortiront en salle 5 d'entre eux. Face à elle, à notre fervent Muratovia, Marcos Udall, qui en fin d'émission nous parlera du cinéma à vif d'un autre intransigeant solitaire, Philippe Garrel, rétrospectivé concomitamment dans la maison d'Henri Langlois. Mais pour l'heure, place à la steppe et à ses aubades chaloupées. Эх, Надя, Наденька, небо за 2 гривны, тучи над городом встали, в воздухе пахнет грозой, за далекою Нарвской. Поговори, хоть и ты со мной, гитара семиструнная, вся душа полна тобой, а ночь такая лунная, и а еще много раз, и раз, и еще раз, а еще много раз. На горе стоит Алыха, а под горою вишня полюбил цыганку я. Она замуж вышла, раз, да еще раз, а еще много раз, раз. Les plus russophiles d'entre vous auront certainement reconnu la voix du chanteur et acteur Vladimir Vysotsky, un géologue aventurier, libertaire et romantique, qui séduit comme ça avec sa guitare une jeune fille de la campagne, jeune fille qui ne va pas tarder à essayer de le retrouver à la ville où elle va se faire embaucher à son insu comme femme de ménage par la maîtresse du dit géologue, si vous me suivez, une apparatchik de province, responsable de l'approvisionnement en eau des grands ensembles en construction pour résoudre la crise
du logement, une femme de caractère buté, solitaire et intransigeante. Elle est donc jouée par Kira Muratova elle-même, qui avait suppléé au dernier moment une actrice défaillante. Ce que je raconte là, c'est donc Brève rencontre de Kira Muratova en 1967, mais c'est déjà une reconstruction, puisque ce film qui a ouvert mercredi dernier, la rétrospective à la Cinémathèque française, film que Muratova considérait comme son véritable premier film. Elle en avait signé 2 autres auparavant avec son premier mari, Alexandre Muratov. Film donc constitué de flashbacks imbriqués, qu'on soupçonne parfois d'être purement fantasmatiques, en tout cas ouvertement subjectifs. Une sorte d'espace mental comme ça que construit Kira Muratova. Et ce genre de structure, évidemment, à l'époque, 1967, ça ne plaît pas du tout aux autorités. Eugénie Svankin, et les ennuis commencent très vite, dès son premier film, donc pour Kira Muratova, adepte du décadrage et du désaccord. Absolument, oui, effectivement. Tout de suite, on va lui reprocher tout un tas de choses, dont effectivement la première, c'est que on lui dit. Alors, c'est quand même une particularité de la censure soviétique, c'est que le spectateur soviétique, tel qu'il est fantasmé par la censure, construit par la censure, puisque il s'agit pas forcément du vrai public, c'est un spectateur un peu bête. Donc, il faut tout lui prémâcher, il faut bien lui expliquer les choses, et donc on dit à Muratova, les gens ne comprendront pas. Voilà, ça ressemble un peu à un directeur de grande chaîne de télévision où on soupçonne les goûts du public, donc il faut faire du grand public parce que sinon on ne comprend pas. Voilà, et donc on lui dit qu'on ne comprendra pas, mais c'est pas le seul reproche. On va lui en faire beaucoup sur ce film-là. Et une autre spécificité, je dirais, de la censure soviétique, c'est qu'elle est très pudibonde, ce qu'on a souvent tendance un peu à oublier. Et donc on va beaucoup lui reprocher, par exemple, que Valentina dans le film ne semble pas mariée à Maxime, et que donc effectivement, et par ailleurs, comment est-il possible que Maxime puisse s'amouracher de quelqu'un alors que officiellement on ne sait pas s'il y a eu rupture ou pas avec Valentina. Enfin, en tout cas, on reproche à Muratova, et on continuera à lui reprocher tout au cours donc des années suivantes, de ne pas être assez moralement bien pensante. Voilà, pas assez dans la droite ligne de la morale bien pensante soviétique. Ce ne sont pas des personnages soviétiquement corrects, on dira, voilà. qu'elle présente. Mais alors d'où vient-elle, cette Kira Muratova? Parce que quand on voit le film, on sent qu'on est dans un mouvement qui est celui des nouvelles vagues de l'Europe de l'Est. On pense à Chilitova, on pense à Skolimovski, à tous ces gens qui, un peu dans tous ces pays-là, ont reçu aussi les leçons de la nouvelle vague française, et notamment de Godard. Je suppose qu'elle a vu quand même du Godard, notre amie Muratova. Mais on pense aussi, il y a des plans qui sortent tout droit de La prisonnière du désert de John Ford. Il y a des profondeurs de champ comme ça sur la steppe, vues de l'intérieur d'une porte. C'est le début de La prisonnière du désert. Alors, je suis très contente que vous disiez ça, parce qu'on parle beaucoup plus souvent évidemment de l'influence de la nouvelle vague pour Muratova que d'autres choses. Alors que je pense effectivement qu'il faut vraiment comprendre que le goût de cinéphile de Muratova est un goût extrêmement éclectique. Elle l'a toujours dit, elle a dit souvent qu'elle aimait voir des films qu'elle n'aimerait pas forcément faire. Alors sa cinéphilie, je raconte cette anecdote parce qu'elle est vraiment assez émouvante, et je pense qu'elle dit beaucoup de choses aussi des certaines obsessions cinématographique de Muratova. Donc elle naît en Bessarabie, donc de père russe et de mère roumaine. Et sa mère est une grande apparatchik en fait en Roumanie. Et très souvent, elle va laisser Muratova toute petite dans un cinéma de séances permanentes, pendant qu'elle va à des réunions, donc dès ses 5 ans, c'est difficile à imaginer aujourd'hui, et donc elle va comme ça voir par exemple des charlots en continu pendant une journée entière. Donc je pense que voilà, pour ceux qui connaîtront vont voir les films de Muratova, vous allez voir quelque chose autour de la répétition, du plaisir de la répétition qui est vraiment à transiter dans le cinéma de Muratova. Et elle disait qu'elle aimait par exemple beaucoup les films de western. Voilà, donc voilà, les westerns, les films américains, les films d'attaque, de diligence, etc. C'était des choses qui lui plaisaient beaucoup. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui a aussi nourri sa cinéphilie. Et puis ensuite, elle va donc, en grandissant, elle va aller suivre des études au VGIK, la grande école de cinéma de Moscou. Donc elle va, je pense là aussi, évidemment, avoir à la fois l'influence du cinéma soviétique des années 50 et évidemment découvrir aussi les nouvelles vagues, dont évidemment Godard. Et alors, ce qui frappe aussi tout de suite dans ce film, c'est des tendances qu'on va retrouver dans ces films suivants. C'est d'abord la tentation de la fuite. Ce personnage de Maxime, le géologue, a refusé un poste dans l'administration pour aller s'échapper dans les grands paysages assez westerniens, pour le coup, de la Mongolie, par exemple. Et puis la notion de la perte, de l'absence, du manque est là tout de suite. Et ça vous avait frappé, Marco Sousal, quand vous avez écrit sur Kira Muratova cet été dans Libération. Oui, c'est des films qui tournent souvent autour d'un manque, d'une absence, d'une recherche. Et ça passe par la forme aussi, pas que par le scénario. Effectivement, cette forme très complexe dans Brève rencontre, qui est presque d'ordre musical, au moins autant que narrative. C'est bien que vous ayez commencé par une chanson, parce que je pense que c'est un cinéma très, très musical.
voilà, dans sa construction. Donc effectivement, c'est là où le film peut échapper au spectateur. C'est qu'on ne sait jamais. Parfois, on ne sait plus si on est dans le présent ou dans le passé. Les rapports entre les personnages ne sont pas d'une clarté évidente, et c'est ça qui crée aussi l'émotion, quoi, ce côté un peu insaisissable des instants qui nous sont montrés. Саш, как тебе кажется, мне идет эта шляпа? Очень. А по-моему, идет. Между прочим, мне хорошо. Нина Ивановна столько раз приглашала тебя. Я еду, мама. Ты же не хотел. А почему? А почему? Я еду, мама. Одолжение мне не надо. Я еду. Только я не буду у них обедать. Ну почему? Ну почему? Ну что за причуды такие? Ладно, буду. Почему так плохо вымыл руки? Ведь мы же едем к приличным людям, приличный дом. Перестань грызть ногти. Возьми пилочку. Приведи руки в порядок. Возьми пилку, я говорю. Саш. Саша. Ну, я с тобой разговариваю, очнись. Возьми пилку, приведи руки в порядок. Ну, я кому говорю, в конце концов? Ни за что. Vous parliez à l'instant, Marcos Utal, de la musicalité de Muratova. Là, on entend ce soin incroyable qu'elle apporte à la bande-son. C'est un extrait des Longs Adieux, grand moment de monologue à deux, les monologues dialogués, comme elle les appelait, Muratova, entre une mère possessive et un adolescent rebelle, dans un bus qui les mène comme ça à une datcha de bord de mer, avec un cadrage très étonnant, c'est-à-dire ils sont dos à dos et on ne filme que leur nuque, et le reste du corps disparaît complètement. Alors Les Longs Adieux, 1971, c'est un film qui va être totalement interdit par la censure, enfin il va sortir, il va y avoir une projection dans un club ouvrier, je crois qu'il va se passer très mal. On ne redécouvrira le film qu'en 1987. Alors avant qu'on parle des raisons de cette censure, je voudrais revenir sur la dimension sonore, parce que c'est vraiment la dissonance que vous avez mise en avant, Janice Vonkin, c'était même le titre de votre livre sur elle. Oui, alors effectivement là c'est un très très bel exemple. Il faut comprendre qu'à l'époque et jusqu'à même les années 90, Muratova ne va travailler que en post-synchronisation. C'est-à-dire que le son direct, qui s'est quand même vraiment déjà dans les années 60 implanté en France, en Union soviétique, c'est beaucoup moins le cas. Et Muratova au départ a été intéressée par le son direct, mais finalement elle s'est rendue compte que la technique ne lui permettait pas de faire ce qu'elle voulait. Donc elle va vraiment épouser le parti pris de la post-synchronisation, ce qui veut dire que c'est une vraie deuxième écriture du film au son. Et elle en profite pleinement. Donc effectivement, il y a ce travail de musique, et à la fois, on va toujours effectivement rajouter une autre ligne mélodique, musicale, avec cette voix. Vous entendez la voix un peu, burlesque sur ce piano. C'est ça, qui chante un peu la même chose, un peu autre chose, on sait pas très bien. Enfin voilà, et c'est ça les dissonances, c'est que justement, on entend en même temps plusieurs choses, mais qu'on n'arrive pas à faire fondre en une seule unité harmonieuse. Donc ça nous oblige en tant que spectateur à quelque part ne pas être en un seul endroit, ne pas être dans un confort, mais être tout le temps en train de chercher à rassembler les morceaux, qui s'éparpillent, les morceaux du réel qui s'éparpillent. Je voudrais en profiter pour raconter que donc sur Brève rencontre et Les Longs Adieux, elle a bossé avec un grand compositeur de musique qui s'appelle Oleg Karavaychuk, et qui a raconté de façon extrêmement drôle sa collaboration avec elle. Donc lui, à chaque fois, elle lui parlait des films, et il écrivait des musiques qui devaient être donc jouées par des orchestres, et elle lui dit toujours merci beaucoup. Il disait mais je peux venir pour diriger l'orchestre. Non merci, ça va aller. Et puis il découvrait le film, il se rendait compte qu'elle avait transposé tout ce qu'il avait écrit donc pour un piano désaccordé.
légèrement désaccordé. Et en fait, il disait que à la fois il était très contrarié parce que c'était pas du tout ce qu'il avait imaginé, mais émerveillé par la justesse avec laquelle finalement elle s'était saisie de cette musique pour en faire tout à fait autre chose et qui collait parfaitement au film. Au-delà de la structure complexe pour un spectateur soviétique moyen, quand on voit le film aujourd'hui, on est très frappé quand même parce que qu'elle montre de la société soviétique de l'époque, et notamment sur ce portrait de la jeunesse. Et il y a ce garçon Sacha, donc qui pour échapper à sa mère extrêmement présente et embarrassante, va faire comme un exil intérieur. Enfin, il va se replier sur lui et parallèlement, on montre une jeunesse qui refuse le système. Il y a cette jeune fille qui refuse de travailler et qui a un commissaire politique sur le dos en permanence. Ils écoutent Los Bravos qui chante Black is Black, ils sifflotent Yellow Submarine. Enfin, on sent que c'est une jeunesse qui n'est pas l'idéal soviétique précisément que voudraient voir les censeurs à l'écran. Absolument. Et alors, d'ailleurs, c'est textuellement pratiquement ce qu'on va écrire sur le film quand le film sera terminé. C'est quelqu'un va lui reprocher en disant on croirait pas qu'on est en Union soviétique. C'est-à-dire, à part une étoile sur une pierre tombale, on ne saurait pas qu'on est en Union soviétique. Donc ça, c'est évidemment scandaleux. On reproche beaucoup à Muratova d'avoir mal intégré, je cite évidemment, les leçons des nouvelles vagues occidentales. Parce que en fait, on peut évidemment reprendre un certain nombre d'éléments esthétiques de l'esthétique des nouvelles vagues, mais dit-on, il faut l'adapter au contexte soviétique, puisque c'est normal qu'en Occident tout le monde soit déprimé parce que c'est le capitalisme, mais chez nous en Union soviétique tout va bien. Donc il faudrait faire la même chose, mais avec de l'optimisme. Et donc une des choses qu'on va beaucoup lui reprocher, c'est justement un peu ce sentiment de déshérence des personnages qui savent pas très bien ce qu'ils veulent, où ils vont. Et je dirais qu'il y a un autre élément encore, c'est que la trajectoire standard d'un jeune soviétique, c'est une trajectoire qui consiste à quitter sa famille et à aller loin pour conquérir l'espace, le territoire soviétique. C'est évidemment la politique des terres vierges qui est toute récente à ce moment-là. Voilà, il y a toute cette idéologie-là, et on voit bien que le film prend complètement à rebours cette idéologie-là, puisque le film, sans vouloir trop en dévoiler, nous dit que devenir adulte, ce n'est pas forcément quitter sa famille et partir loin, mais c'est parfois se rendre compte que ceux qui ont besoin de vous sont juste à côté. Маруся была мала. Маруся была мала. Маруся была бедна. Маруся была бедна. Маруся была добра. Маруся была добра. Дай Васе яблоко Марусе. Дай Вася яблоко Марусе. Дай Вася Марусе руку. Дай Вася Марусе руку. Vous écoutez France Culture, plan large sur Kira Muratova avec Eugénie Svankin et Marcos Utsal. Vous venez de dire, Eugénie Svankin, ceux qui ont besoin de vous sont parfois juste à côté. C'est exactement ce que raconte ce film. Parmi les pierres grises, 1983, l'histoire de deuil d'un petit garçon qui a perdu sa mère et puis qui va bientôt voir mourir la petite sœur d'un camarade pauvre avec lequel il s'est lié. On est dans la Pologne du 19e siècle. Il habite, lui, parce qu'il est le fils d'un juge, dans une grande et belle maison. Et puis, sous l'église d'à côté, dans la crypte, se sont réfugiés une cour des miracles stupéfiante de pauvres, de miséreux, de mendiants. Il y a chez Kira Muratova un vrai goût comme ça du marginal, de l'original, du simple d'esprit, de l'être difforme. Muratova, elle est toujours du côté des plus faibles. Oui, absolument. Et d'ailleurs, elle le dit, elle le clame haut et fort, que c'est vraiment quelque chose qui compte pour elle. D'ailleurs, il y a un autre film dont je crois qu'on ne passera pas d'extrait aujourd'hui, mais En découvrant le vaste monde, qui est un des très très beaux films d'elle. 1978. Voilà. Le seul film qu'elle a tourné hors d'Odessa, parce qu'on l'a peut-être pas dit, on a dit qu'elle était soviétique, mais elle travaille surtout à Odessa pour les studios ukrainiens. Et là, elle allait tourner pour la Lenfilm à Leningrad. Voilà. Et donc dans ce film-là, justement, il y a quelque chose de très très fort où à la fin du film, alors que tout le film, on était plutôt du côté d'un duo impossible, et au moment où enfin ce duo devient possible, immédiatement et de manière très ostensible, elle va changer d'axe et elle va nous montrer que tout d'un coup elle va plaindre celui
qui était le type agaçant pendant tout le film, mais parce que tout d'un coup là, il est dans le malheur, et donc forcément c'est à lui qu'il faut que notre humanité aille. Voilà, donc il y a quelque chose de très très important là-dessus. Et bien sûr les marginaux, les étranges. D'ailleurs c'est pas que en termes fictionnels qu'elle s'entourait de gens comme ça, c'est dans la vraie vie aussi, puisque dans ses films elle tenait toujours à inviter beaucoup de gens qui n'étaient pas des acteurs, qui étaient des gens qui habitaient à Odessa justement, des gens comme ça un peu étonnants, loufoques, et elle les intégrait avec leur parler très particulier, avec leur manière d'être très particulière, telle quelle, elle les intégrait dans les films. Et elle aimait bien aussi d'ailleurs imposer aux acteurs professionnels de jouer avec ces non-acteurs, comme on dirait en russe, hein, des acteurs non professionnels, pour créer là encore quelque chose d'étrange et pour déplacer un peu les habitudes de jeu des acteurs classique. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose d'exténuant dans le cinéma de Kira Muratova. Enfin, c'est le cas particulièrement parmi Les Pierres Grises, même si c'est un film dont on n'a qu'un aperçu, puisque le film a été remonté par les autorités du studio et les chutes ont été jetées, le négatif, pour ce qui n'avait pas été retenu, brûlé. Mais ça reste quand même très muratovien avec Marco Souza, ce sentiment de trop plein. Enfin, il y a beaucoup de monde. C'est un peu comme dans les films de German. Enfin, voilà, tout le plan est plein et tout le monde parle en même temps. Je crois que c'est peut-être une chose assez qu'on retrouve pas mal dans le cinéma soviétique, c'est-à-dire que ne pas avoir peur du trop-plein, de la surcharge, et qui fait que, à mon avis, ce film Entre les pierres grises, je connais beaucoup moins l'œuvre que Génie, mais marque une petite rupture par rapport au premier film. Là, on entre dans quelque chose qui presque touche à presque une forme de baroque. Qui va être assez présent par la suite. Donc ce trop-plein, et en plus il est paradoxal parce que parfois ça tourne effectivement presque à la galerie de monstres, au burlesque, et puis en même temps le film est très il y a quelque chose aussi de très mortifère, il y a les deux côtés quoi, constamment, et ça va jusqu'à même faire tout un rapport entre le mouvement et l'immobilité autour de cette petite fille qui est en train de mourir et qui se rapproche de ses poupées d'une certaine manière, de l'immobilité des poupées. Donc effectivement il y a un trop-plein mais presque paradoxal parfois. C'est un trop-plein qui tourne autour d'un vide et de la mort d'une certaine manière. Donc c'est ça aussi qui fait que c'est pas une surcharge purement gratuite et voilà, c'est pas un baroquisme gratuit, excessif. Mais ce trop-plein va aussi dans les dialogues. Jenny Zvonkin, vous êtes aussi adaptatrice, vous faites les sous-titres de ces films de Muratova. Dans un film de Muratova, en tout cas à partir de Parmi les pierres grises, il faut choisir. C'est-à-dire que tout le monde parle en même temps, c'est la cacophonie dont je parlais, et vous devez extraire une ligne de dialogue. Oui, alors c'est vrai que ça produit des situations extrêmement difficiles, on doit trancher. Moi-même, quand je travaillais sur les films, même en étant russophone, j'étais parfois obligée de me repasser les séquences 3-4 fois, en me concentrant à chaque fois sur une voix différente, parce qu'en fait, on ne peut pas d'un seul coup saisir, même quand on est russophone, l'ensemble du texte qui est délivré. Et ce serait une erreur de croire que ce n'est pas important parce que tout le monde parle en même temps. Moi, je me suis un peu battue contre cette idée reçue où souvent on dit quand tout le monde parle en même temps, c'est que c'est pas important, c'est juste du brouhaha, mais c'est pas vrai. Chez Muratova, les paroles sont très importantes. Donc évidemment, ça fait des choix absolument difficiles, me dit Cornélien, mais il y a quelque chose quand même, c'est qu'en fait, elle pense quand même à son spectateur. Et alors, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, c'est un critique russe qui s'appelait Viktor Bojovitch, qui est un des premiers à écrire sur elle après sa réhabilitation et qui parlait de surtexte. C'est-à-dire que en fait, quand on se met dans une certaine disposition d'esprit, on écoute, on voit bien qu'il y a des mots qui surnagent, des répliques qui surnagent et qui nous permettent d'avoir quand même un fil assez précis de ce qui se déroule et de ce qu'il faut remarquer, comprendre de la situation. Voilà, donc mais effectivement, c'est un des beaux enjeux de traduction. Je voulais peut-être aussi rajouter sur l'idée du trop-plein. Alors Muratova, elle disait elle-même, elle disait toujours, moi je m'ennuie très vite. Donc une fois que j'arrive sur le tournage, je me dis mais quoi, c'est tout? Et donc je commence à rajouter des choses. Donc il y a effectivement quelque chose vraiment dans sa manière de faire. Ouais, il faut abîmer le scénario sur le terrain. Voilà, casser, rajouter des choses improvisées, prendre des gens qui passaient par là, enfin voilà, déplacer le décor prévu ailleurs. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là vraiment dans son travail. Mais je pense aussi, c'est très important, c'est que en fait il y a cette cacophonie, mais il y a toujours un moment où on a la possibilité d'un apaisement ou d'une réconciliation ou d'une harmonie soudaine et qu'on reçoit d'autant plus comme un cadeau. Et là, en fait, je voulais le dire parce que l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est exactement ça. C'est la fin du film et c'est un moment d'apaisement et de réconciliation complètement paradoxal, puisque c'est une réconciliation avec deux morts, deux disparitions, et comme tu le disais très bien, Marcos, c'est vraiment quelque chose qui obsède Muratova, les absences, mais pourtant on arrive à se réconcilier, et ce qu'on a entendu était extrêmement harmonieux et doux. Voilà, donc ça arrive d'autant plus comme des beaux cadeaux qu'on a aussi à traverser effectivement cette cacophonie avant. On va remettre un peu de chaos.
Друг мой, я вас тут я вас там приму и вы... Я вас преследую! А сейчас сказали, Филипп! Я коллекционирую мишени, старинные. Одно время была мода. Мода быстро прошла, и я остался фактически единственным адептом. Оружие коллекционирую. Меня завораживает его красота. Красота оружия. На свете нет вещи красивее. Оружие — вот самая красивая вещь. Странно, правда? Загадочно, странно. Ужасная, отвратительная цель и прекрасная, совершенная оболочка. Форма. Я сам не стреляю. Я не охотник. Но я рассматриваю. Меня это завораживает. Нас так много. Нас, я имею в виду людей. Толпы людей, как толпы звезд. Спасибо вам. Вы научили меня танцевать вальс. Это до сих пор никогда никому не удавалось, даже моей жене. И вы слушали меня с неподдельным вниманием. Вы очень добрый! Да, хотя бы из эгоизма следует быть добрым. Вернее, кротким. Это приятно душе. Душа сама свой аромат вдыхает тогда. А когда злость, то она сама себя отравляет своим ядовитым соком и разъедается, как язвы на ней. Я так ненавижу себя злым и раздражительным, и так хорошо, когда этого нет. Мой брат в тюрьме сидит невинный. Мой брат очень сильный. Мой брат муку не обижает. Мой брат левча. Он... Allez savoir ce que Cora Vauquer vient faire dans ce village d'Asie centrale où on tente de récupérer une lettre compromettante. C'est Changement de destinée de Kira Muratova en 1987, une adaptation de Somerset Maugham. C'était le billet ou la lettre selon les traductions. Je vais citer Kira Muratova. La perestroïka est arrivée, tout a changé. On a demandé mes films partout et j'ai pu réaliser Changement de destinée. Et elle dit aussi, avant régnait l'idéologie, maintenant règne l'argent. Et entre les deux, il y a eu un intervalle, un paradis temporaire. Il n'y avait plus d'idéologie, mais l'État donnait encore de l'argent. C'est à ce moment-là que j'ai tourné Changement de destinée. Changement de destinée, c'est exactement ce qui arrive à Kira Muratova au sens propre, au moment de la perestroïka, Eugénie Svankin. C'est ça, c'est le premier film où tout d'un coup elle a les coups des franches. Alors d'ailleurs c'est assez émouvant parce que moi j'ai regardé les dossiers de censure dans les archives où on voit en fait les films d'avant, elle est obligée de se justifier 20 fois pour essayer de faire passer un projet, on l'oblige à réécrire et là en fait elle rend même pas de scénario, elle rend une espèce de descriptif qui fait une page et demie, voilà. Et puis ça, voilà, on lui dit allez-y, tournez. Donc c'est vraiment voilà, tout change. Et effectivement, c'est vraiment une parenthèse enchantée pour beaucoup de réalisateurs parce que c'est le moment donc où la réhabilitation a lieu, la perestroïka a déjà commencé, mais le système de l'industrie cinématographique ne s'est pas encore effondré. Oui, alors il y a Elam Klimov, un grand cinéaste soviétique, qui est à la tête d'une sorte de commission pour faire désinterdire tous ces films et donc notamment ceux de Muratova. Voilà, alors lui, il est carrément président de l'Union des cinéastes et donc qui renégocie complètement la relation en fait entre les réalisateurs et les artistes et l'appareil de censure. Et effectivement, il y a la commission de censure qui est présidée par Andrei Plachov qui va réhabiliter entre autres donc tous les films de Muratova, les faire ressortir, les retirer en belle copie, etc. Et donc voilà, Muratova fait ce film et elle décrit justement dans cette note d'intention qu'elle rend là pour se lancer dans le tournage un Orient fantasmé. Et donc je pense que, alors je pourrais pas totalement expliquer pourquoi il y a Cora Vauquer dans cet extrait, on va pas non plus inventer des choses. Alors c'est une francophone, mais effectivement il y a, je pense, c'est vraiment cette idée d'un endroit complètement fantasmé. Tout à l'heure vous disiez de façon très juste, vous parliez des espaces mentaux. Donc il y a quelque chose comme ça d'un lieu qui n'a pas besoin du tout d'être très réaliste. Et donc plus finalement il est loufoque, éclectique, plus finalement ça correspond à justement de la liberté qu'elle s'autorise. Oui, puis je pense que on l'entend au son, mais ça passe aussi par l'image, c'est-à-dire qu'elle travaille presque sous forme de collage, de juxtaposition, et dans ce film d'une manière assez extrême, qui rappelle presque le Godard des années 80 parfois, et qui donne, vous parliez de loufoquerie et de sortir du réalisme, qui donne presque des choses qu'on pourrait presque appeler, bon c'est un mot un peu galvaudé, mais surréaliste, c'est-à-dire que vraiment des images d'un homme avec un chapeau en feu, une femme enfermée dans une cellule à côté de laquelle est enfermé aussi un tigre. Donc ce genre d'images comme ça, qu'on pourrait dire surréaliste, de rapprocher des choses très lointaines ou de créer des collages, c'est une chose qui est pratique très librement dans ce film, assez
C'est fou. Avec un art du réemploi d'ailleurs, parce que ces scènes de l'homme au chapeau en feu ou d'un autre qui va manger un verre, un verre en verre, enfin voilà, ce sont des scènes qu'elle avait tournées pour Parmi les pierres grises et qui avaient pour le coup été détruites par la censure. Absolument, c'est aussi le film un peu de la revanche de ce point de vue-là, puisque effectivement c'est des séquences qu'elle avait tournées, qui avaient été donc détruites, et donc elle les refait pour ce film-là, et elle arrive à finalement les replacer d'une façon absolument convaincante. Mais oui, il y a quelque chose vraiment de la revanche dans ce film, absolument. Я думала, что стоит всем людям прочесть Льва Николаевича Толстого, и все поймут, и все станут добрыми и умными. Un peu d'apaisement et de cacophonie. On est bien chez Kira Muratova. C'est le syndrome asthénique en 1989. Le premier, je crois, qu'on découvre en salle en France. Je me souviens très bien de ce film qui tout d'un coup nous donnait une vision glaçante de ce passage de l'URSS finissante, de l'apocalypse qui était là. Et avec deux façons d'échapper à cet apocalypse, soit en frappant tout le monde, c'est ce qu'on voit au début du film, soit en s'endormant. Je parlais d'exil intérieur et toute la seconde partie du film parle d'un narcoleptique qui s'endort à tout bout de champ. On a entendu quand même ces trois vieilles dames parler en même temps, retour de la cacophonie, disant toutes les trois, dans mon enfance, je pensais que si tout le monde lisait Léon Tolstoï, tous comprendraient tout, il deviendrait bon et intelligent, et tout le film est là pour montrer que on a pu lire Tolstoï dans son enfance. Ça n'a rien changé. Et il y a un moment de bascule entre ces deux parties qui est extrêmement frappant et qu'on va retrouver dans d'autres films de Muratova. Tout d'un coup, on se rend compte que tout ce qu'on a vu au début du film, ces 40 minutes, était un film dans le film qui était regardé par des spectateurs dans un ciné-club et voilà, c'est la fin du film, l'animateur arrive avec l'actrice du film, dit voilà, ça c'est du vrai cinéma, c'est du cinéma sérieux, sont les films de German, de Klimov, de Sokourov, de Muratova, tiens, le nom de Muratova apparaît dedans, et dès qu'il essaye de lancer le débat, toute la salle se vide, sauf un régiment assis au fond et le fameux narcoleptique qui évidemment est en train de dormir. Et alors vous avez eu une expérience troublante, Janice Vankin, vous l'avez raconté, vous avez vu le film en 2008 dans une rétrospective Muratova dans un cinéma de Moscou, et c'est exactement ce qui s'est passé. Les spectateurs partaient au fur et à mesure du film. Alors, je pense que c'est un film qui est peut-être pas facile, effectivement, vous le dites bien. Elle disait c'est mon film encyclopédique, c'est-à-dire qu'elle a tout mis dedans. À ce moment-là, tout ce qu'elle avait besoin de mettre, qu'elle avait retenu pendant toute l'époque soviétique où elle était censurée. Et c'est un film apocalyptique, je pense qu'on peut le dire. Et je pense aussi que c'est le film où justement, elle pose très clairement sa désillusion, en tout cas, si elle n'a jamais eu une, parce que c'est quelqu'un d'éminemment intelligent et qui n'a jamais participé, je dirais, à aucun mouvement cinématographique, politique. Elle s'est toujours tenue de côté. C'est pour ça que j'aime beaucoup le poème de Mayakovsky que vous avez cité au début. Elle n'a jamais voulu être récupérée. D'ailleurs, vous racontez vous-même la première fois que vous êtes allé la voir pour sa thèse, elle vous dit d'accord, vous venez me voir parce que je suis une femme. Voilà, c'est ça. Elle soupçonnait tout de suite la récupération. Voilà. Et je lui avais répondu non, c'est parce que il fallait que je prenne des films que je puisse revoir sans me lasser pendant des années. Alors, là, ça s'est un petit peu apaisé. Voilà, parce qu'elle a dit oui, effectivement, ça, aimer mes films, ça, c'est autorisé. Mais voilà. Donc
Il y a quelque chose en fait vraiment en tout cas de postuler que oui, le cinéma ne changera pas le monde. Elle disait toujours le cinéma, l'art en général, c'est le domaine de la liberté, c'est le domaine elle disait c'est une consolation, une joie et un opium, mais ce n'est sûrement pas quelque chose qui va changer le réel. Et ça va à l'encontre de la conception de l'artiste en général et du cinéaste en Union soviétique qui est censé être un éducateur. Absolument, qui est censé élever les âmes, littéralement, et donc effectivement, elle s'oppose complètement à ça. Et donc cette phrase extrêmement drôle sur Léon Tolstoï, évidemment, elle vient nous dire tout de suite ça. Et bien sûr, tout le monde quitte la salle, c'est-à-dire que Muratova n'a aucune illusion sur le fait que son cinéma pourrait changer le monde, mais ça ne l'empêche pas de le faire. Voilà. Même si, un peu plus tard dans le film, c'est peut-être le seul moment où elle essaye vraiment pourtant de secouer le spectateur. C'est le moment évidemment du chenil. Enfin de le caresseur plutôt, où il y a quand même une espèce de carton qui vient interpeller directement le spectateur. C'est le seul moment de tout son cinéma où elle fait ça. Scène d'horreur qu'on ne voit pas, et à la place, on a un carton qui nous dit on ne veut pas voir ça. Voilà, où vraiment là elle vient chercher le spectateur dans ses derniers retranchements, mais en même temps voilà, elle ne se fait aucune illusion, et c'est quelque chose qu'elle va garder tout au cours de sa carrière, c'est-à-dire cette idée que le cinéma c'est l'art c'est l'endroit de la liberté, mais ce n'est pas un outil de changement du monde. Voilà, parce que le monde, s'il veut changer, il changera. S'il ne veut pas changer, il changera pas. Elle n'a pas à jouer un rôle de pédagogue. Mais la mise en scène de Muratova, Marco Sousal, repose même sur ça. C'est-à-dire, on veut pas faire peur aux spectateurs qui iront tous très nombreux à la Cinémathèque française et en salle la semaine prochaine voir les films de Kira Muratova. Mais elle a une sorte de tactique pour désarçonner le spectateur. On ne voit jamais ce qu'on croit voir. Elle va commencer, vous l'avez bien noté, Eugénie Svantkin, généralement par des gros plans, là où il y aurait des plans d'ensemble. On a cru comprendre la scène, mais à la fin, on se rend compte qu'en fait, c'était tout le contraire. Il faut être éveillé, contrairement au narcoleptique, pour voir les films de Muratova, Marco Sousal. Bah oui, parce qu'on a beaucoup parlé de dissonance, de paradoxe, et il y en a beaucoup dans ces films. Par exemple, dans celui-ci, dans le syndrome asthénique, il y a une sorte de grand écart entre la grande noirceur du film et un autre aspect dont on n'a pas tellement parlé, qui est son humour. Il y a beaucoup d'humour chez Muratova. Et donc là, c'est un film vraiment à la fois son plus noir, sans doute, et aussi peut-être son plus drôle. Ce qui le rend d'autant plus désespéré. Je crois que la censure précédemment peut-être lui reprochait à la fois son pessimisme et son humour par-dessus le marché. Et donc les ruptures, ça passe aussi c'est aussi une forme d'humour, je pense. Et parfois aussi une forme d'humour un peu cruel. Il y a une longue scène dans le métro. Là, on parlait de trop-plein tout à l'heure, où elle filme la foule dans le métro, qui est une scène absolument incroyable, où tout d'un coup, au milieu, il y a un personnage, on ne sait pas s'il est évanoui, s'il est mort, et c'est ce personnage qui s'endort. Donc là, on est presque parfois dans une sorte de confusion. Est-ce qu'on est dans la cruauté, dans le gag, et le film joue constamment là-dessus, sur ce type de rupture et de confusion chez les spectateurs. Et pour le coup, la censure, c'est pas son humour qu'elle va reprocher à ce film, c'est sa grossièreté. Ça rappelle étrangement ce qui est arrivé à Andrei Zviagintsev. Vous étiez venu en parler dans Plan Large, Eugénie Svantkin, au moment de Léviathan. C'est-à-dire, comme on sait pas trop comment attaquer le film, on va dire c'est vraiment très grossier. Et on parle le mat. Voilà. Alors effectivement, c'est là qu'on a l'impression qu'en ce moment on régresse. Et on revient en arrière, à la fin de l'époque soviétique, c'est que effectivement, il y a une petite séquence dans Syndrome asthénique qui n'est pas du tout si frappante que ça. C'est vers la fin, dans le métro, il y a une femme face caméra qui fait encore un monologue comme ça, qui est dans un soliloque. Et c'est un soliloque qui est donc très grossier. Mais comme dit Muratova, c'est le genre de choses qu'on entend dès qu'on sort dans la rue, à Odessa, à Moscou, etc. Donc il y a absolument rien en fait d'étonnant là-dedans. Mais la censure va en 89, alors qu'en fait l'Union soviétique est en train de vivre ces derniers mois, s'accrocher à ça et tenter d'interdire le film, sauf que la donne a complètement changé, et donc la presse va la défendre, et les professionnels vont la défendre, donc le film sortira, mais sortira quand même sous condition d'être passé de façon accompagnée, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui présente le film, on peut pas juste le projeter. En 89, donc elle arrive quand même à pratiquement, en tout cas à avoir des problèmes avec la censure, alors que plus personne pratiquement n'en a à ce moment-là. Et sur l'humour noir, oui, c'est quelque chose qui la définit beaucoup, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, et c'est quelque chose qui permet aussi de peut-être plus facilement rentrer dans la partie post-soviétique de son œuvre, où il y en a beaucoup de l'humour noir, et c'est vraiment quelque chose qui va traverser des films comme Les gens secondaires, comme Trois histoires, comme Petite passion. C'est quelque chose qui va vraiment être un des points, je dirais, de raccordement fort entre ces deux parties de l'œuvre, faites dans des conditions très différentes, mais avec toujours cette tonalité et ce rapport au monde à la fois un peu cruel et très drôle. Студенточка, вечерняя заря, под липою я целовал тебя. Или обнимал, не помню.
Счастливы будем мы, наслаждаясь голубым Днепром и вдыхая аромат ночной, любовался я тобой. Не помнишь ты, но помню я. С тревогою я ожидал тебя на берегу пруда. Любовался я тобою, и пленился я навек тобой под серебристою луной. Соседка! Vous écoutez France Culture, plan large sur Kira Muratova avec Eugénie Zvonkin et Marcos Uzal. Et voilà déjà le dernier film à notre programme, et dernier film tout court pour Kira Muratova. C'était en 2012, L'éternel retour, un film, Eugénie Zvonkin, qui pour vous résume et condense merveilleusement son style. Alors je reprends le résumé très laconique du programme de la Cinémathèque française. Un étudiant est déchiré entre sa femme et sa maîtresse, qu'il aime tous deux sincèrement. Alors ça, c'est le scénario apparent du film. Évidemment, on n'a rien dit, puisque cette histoire est répétée au moins 7 fois dans le film, avec autant de variations, changement de comédien, changement d'ambiance, ce qui rassemble tout un bestiaire du comédien mouratovien. Elle aimait beaucoup les comédiens, elle les reprenait de film en film, et on y retrouve, alors là, presque ad nauseam, je dirais, son goût de la répétition des plans, répétition des dialogues. Elle vous avait raconté qu'elle aurait aimé fonder une société de conservation des chutes de films pour pouvoir les réutiliser. Eugénie Zvonkin. Alors, pour être tout à fait honnête, c'est moi qui ai un peu inventé ça. Ah bon. C'était Lyotard qui voulait fonder une société comme ça. Et moi, je disais que Kira Muratova en serait membre honoraire. Elle, ce qu'elle dit toujours, c'est qu'elle ne supporte pas de jeter des prises. Et qu'elle a toujours un mal fou à choisir entre les prises, parce qu'elle dit toujours, j'en aime toujours plein. Et j'aime celle-ci pour une raison, l'autre pour une autre. Et en fait, au lieu de choisir, qui est quand même le processus classique, on va dire, de montage de film, elle inclut tout, enfin souvent dans ces montages, et plus ça avance dans son œuvre, plus ça devient apparent. Il y a cette espèce de volonté de ne pas choisir, et donc d'une certaine manière de rendre le spectateur complice du processus de fabrication même du film, en lui montrant justement les différentes, par exemple, variations de jeu des acteurs, etc. Et dans Syndrome asthénique, elle va quand même aller jusqu'à prendre 2 actrices pour jouer le même rôle, parce qu'elle n'arrive pas à choisir entre les deux. Voilà, il y a quelque chose vraiment d'une vraie volonté, d'un vrai plaisir à ne pas choisir, à se refuser à faire son travail de réalisateur sérieux. Et donc, L'éternel retour, c'est vraiment ça, effectivement, vraiment, c'est un film où elle se fait plaisir, puisque c'est, en fait, la situation dans le film, c'est que c'est une projection de rush, d'essais, d'acteurs, d'un film inachevé. Et ça, c'est aussi, je pense, le thème de l'inachèvement est quelque chose qui obsède pas mal Muratova. Et donc, voilà, il y a des gens dans une salle de projection qui regardent comment la même scène, ou pratiquement la même scène, peut être jouée par plein d'acteurs différents, qui sont tous évidemment les acteurs fétiches de Muratova. Et là, on retrouve finalement une thématique qu'elle exposait déjà très fortement dans Syndrome asthénique qu'on a évoqué tout à l'heure, cette idée que l'art ne changera pas le monde. C'est qu'à la fin de la projection, qu'est-ce qui se passe ? Finalement, personne ne veut financer le film. Donc, voilà. Mais ça n'enlève rien, et peut-être au contraire, ça accentue notre plaisir à regarder, voilà, ces variations comme un pur jeu et un pur plaisir. Kira Muratova aura fait en fait la majeure partie de ses films après la chute de l'URSS en Ukraine, à Odessa. Toujours, quel est son statut aujourd'hui ? Parce que cette rétrospective à la Cinémathèque et la sortie des films est très soutenue par l'Ukraine, par l'Institut ukrainien, par le centre Dovzhenko. Et en même temps, quand on voit son cinéma, il est quand même très différent de ce qu'on peut voir de produits aujourd'hui, et en particulier en Ukraine. Est-ce que c'est une cinéaste qui a un statut important encore aujourd'hui en Ukraine ? Oui, absolument. Je pense que, en fait, je dirais qu'en Ukraine, mais même plus largement dans tout l'espace post-soviétique, c'est un nom extrêmement connu. Tout à l'heure, vous citiez German Sokourov. Muratova est connue au même titre là-bas. En revanche, son nom a beaucoup plus mal traversé la frontière que ceux de ses comparses masculins. Alors, pourquoi ? Il y a plein de raisons à ça.
Moi, une de mes hypothèses, c'est que on l'a souvent assimilé justement à des cinéastes, enfin comme elle était un peu de la même génération, légèrement plus jeune que Tarkovsky, mais un peu de la même génération, ou Sokourov, c'est des cinéastes qui s'inscrivent dans une sorte de, on va dire, d'héritage de la littérature russe du 19e siècle, Dostoïevski, etc. Un rapport à la nature, un rapport à la contemplation, à une réflexion sur le sens de la vie. Muratova, alors bien sûr elle cite Tolstoï, mais vous voyez bien que c'est tout à fait différemment, et donc elle se pose complètement ailleurs, et je pense qu'elle a beaucoup surpris, beaucoup désarçonné les publics occidental. Donc, et vraiment là, il faut remercier l'Institut ukrainien qui a fait quelque chose d'exceptionnel en vraiment soutenant très fortement cette rétrospective. C'est que je pense que son nom a besoin d'être beaucoup plus connu, reconnu en France, chez nous. Mais là-bas, c'est chose faite. Bien sûr, c'est une des plus grandes cinéastes ukrainiennes, donc on la connaît très bien. Mais écoutez, on espère que grâce à ces ressorties rétrospectives, son nom va briller dorénavant en Occident, autant qu'en espace ex-soviétique. Juste pour vous donner une idée de l'humour noir de Kira Muratova. 3 ans avant de mourir, elle déclarait « Répandez mes cendres, jetez-moi aux ordures ou donnez mon corps à manger aux animaux du zoo. Je veux qu'il reste seulement mes films, c'est tout. » Merci Eugénie Svankin. On se quitte sur la musique écrite pour Brève rencontre par le grand Oleg Karavaytchouk dont vous parliez tout à l'heure. La rétrospective Kira Muratova à la Cinémathèque française se poursuit jusqu'au 20 octobre. Quant à Brève rencontre, Les Longs Adieux, Parmi les pierres grises, Changement de destinée et Le syndrome asthénique, ils seront en salle et en copie restaurée à partir de mercredi prochain. Pour en savoir plus, on peut, en fouillant bien chez les libraires, trouver votre livre, Eugénie Svankin, Kira Muratova, un cinéma de la dissonance, c'est aux éditions L'Âge d'Homme, et puis beaucoup plus facilement, on trouvera le scénario d'un film non tourné par la cinéaste, coécrit avec Vladimir Zouev. Regardez attentivement Les Rêves que vous avez édité et qui vient de sortir à l'Harmattan. Et puis pour vous écouter parler d'autres cinéastes soviétiques et post-soviétiques, on vous renvoie au plan large des 10 mars 2018 et 20 avril 2019, consacrés respectivement à 2 Andrei, Zviagintsev et Konchalovsky, à vos podcasts. On ne doute pas, Eugénie Svankin, par ailleurs, que vous ferez le voyage à Metz, où s'ouvre aujourd'hui la vaste exposition L'œil extatique, Sergei Eisenstein, cinéaste à la Croisée des Arts. C'est jusqu'au 24 février au centre Pompidou-Metz. Et on en parlera vendredi prochain dans la dispute d'Arnaud Laporte. Côté festival, Mike Lee est l'invité d'honneur successivement du Dinard Film Festival jusqu'à demain et de War on Screen du 1er au 6 octobre à Châlons en Champagne. Ça sera l'occasion d'y découvrir son nouveau film Peterloo en avant-première. Et puis à Biarritz, c'est le très singulier, étrange, passionnant cinéaste brésilien Julio Bressan qui est à l'honneur, avec une rétrospective de ses films en sa présence. Une visibilité évidemment d'autant plus cruciale en ce moment que le cinéma brésilien subit actuellement les coups de boutoir du régime Bolsonaro, comme le raconte très bien dans un excellent dossier Les Cahiers du cinéma dans leur dernier numéro. Et puis on ne peut que se réjouir de ce fait de l'immense succès en salle là-bas du formidable nouveau film de Kleber Mendonça Filho et Julian Dornelles, Bacurao, vraiment formidable. On lui souhaite le même succès en France. Il y est sorti mercredi dernier. Le festival Biarritz Amérique latine, c'est du 30 septembre au 6 octobre. Et puis enfin, ne ratez pas en salle les 3 films de Hal Hartley, The Unbelievable Truth, Trust Me et Simple Man, qui sont enfin ressortis en copie restaurée mercredi dernier. Hal Hartley, l'insoumis, nous lui avions consacré un plan large à lui aussi. C'était le 13 avril dernier. D'un insoumis à l'autre, retour à 1968. Tu trouves que je devrais publier ? Quoi ? Mes poèmes. Tu sais, je fais des poèmes. Pourquoi tu me demandes ça ?
Parce que je sais pas, tu vois, publier, j'ai l'impression que c'est trahir quelque chose. Je sais pas quoi. Toi, tu veux faire quoi? Moi? Peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment. Pourquoi pas peintre en vrai? Peintre en vrai? C'est peindre en bâtiment qui est vrai. Dis donc, tu t'intéresses beaucoup à moi? Peut-être parce que c'est moi qui ai le cube. Non, moi, tu sais, jamais je voudrais être connu ou important. Je veux être anonyme, moi. Anonyme, il ne l'est pas resté longtemps. En 2005, Philippe Garrel filmait son fils Louis dans un film qui évoquait mai 68, le magnifique Les Amants réguliers. 1968, c'est l'année où le très très précoce cinéaste, il a tourné son premier film à 16 ans, tourné Marie pour mémoire, ce qui était le prélude à une décennie underground et très expérimentale, hanté par la figure de sa compagne et muse vénéneuse Nico, avant qu'il ne se tourne vers un cinéma plus narratif, mais toujours aussi introspectif. Où en est aujourd'hui le cinéaste qu'on s'est résolument attaché au 35 mm, à la prise unique, en attendant son prochain film, Le sel des larmes, et on admire toujours autant le génie des titres de l'auteur de La cicatrice intérieure, des baisers de secours, de J'entends plus la guitare et autres. Elle a passé tant d'heures sous les Sunlight, et 15 ans après la dernière rétrospective, c'est encore à la Cinémathèque française qu'on peut, depuis le 18 septembre, se remettre dans l'œil, comme ça, les noirs et les blancs d'une œuvre signée. Vous n'avez pas eu peur de l'écrire dans Libération, Marcos Uzal, et je partage votre avis par l'un des plus grands cinéastes vivants et peut-être le plus grand français. Oui, enfin, si j'ai écrit ça, c'est aussi peut-être parce que c'est plus aussi évident aujourd'hui que ça l'était il y a peut-être 30 ans, où Garrel était de toute évidence la grande figure de l'après-Nouvelle Vague, avec Eustache, mais voilà, Eustache était mort prématurément, et donc une grande figure même marginale, alors qu'aujourd'hui, je pense peut-être pour une nouvelle génération de spectateurs et de cinéphiles, Garrel est au contraire perçu comme un cinéaste plutôt du milieu, comme on dit, du centre du cinéma, et qui fait des films peut-être un peu plus embourgeoisés. Et donc je pense qu'il y a des malentendus un peu sur le cinéma de Garrel, et c'est pour ça que c'est bien d'aller à cette rétrospective pour voir d'où vient son cinéma, peut-être même pour mieux comprendre ce qu'il fait aujourd'hui, de voir d'où ça vient, où ça s'enracine, et aussi peut-être à quoi a survécu aussi ce cinéma. Donc il faut rappeler que il y a toute une période de l'œuvre de Garrel, en gros entre ses 16 ans et ses 30 ans, puisqu'il a commencé à 16 ans, vous l'avez dit, où il fait à peu près ce qu'il fait dire à son fils là dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire où il fait du cinéma en poète, sans aucun souci de vendre ses films, de les montrer, de faire carrière. Alors, il faut dire que c'est une époque aussi où on peut faire ça. Il y a les cahiers du cinéma qui montrent régulièrement ces films. Langlois, la Cinémathèque les montre aussi régulièrement. Mais disons qu'il y a toute cette époque où on le compare à Rimbaud. On l'a appelé le Rimbaud du cinéma. Il fait des films comme Il respire, dans une confusion totale entre sa vie et ce qu'il réalise. Et donc voilà, tous ces films de cette première période, je conseille vraiment d'aller les voir. S'il faut en voir qu'un, à mon avis. Alors bon, il y a La cicatrice intérieure, vous avez cité, il y a Les Hautes solitudes, il y a le Berceau de cristal, beaucoup de très beaux films, mais peut-être celui qui est la quintessence du cinéma de Garrel, c'est Le Révélateur, qui est un film muet et en noir et blanc. Donc il faut rappeler que Garrel a fait plusieurs films vraiment totalement muets, où on voit un couple et un enfant qui fuit une ville, qui fuit la guerre. C'est une sorte de parabole comme ça. Et surtout, le film est frappant par la beauté des plans, de la lumière, du noir et blanc. Ce qu'on pourrait appeler une sorte de caractère presque primitif chez Garrel, de retour aux origines. Et je pense qu'en ce sens, il a appliqué un peu ce que disait Eustache, qui disait que toute révolution au cinéma, alors on peut le contester peut-être, mais en tout cas, Eustache disait que toute révolution au cinéma devait passer par un retour aux Frères Lumière. Et je pense qu'il y a cette mémoire des origines du cinéma chez Garrel. Il a même fait un film qui s'appelle Le Bleu des origines, tourné avec une caméra lumière. Et donc cet attachement auquel il est resté fidèle à la pellicule, au noir et blanc, encore aujourd'hui, il tourne encore en 35 mm, est loin d'être une coquetterie. Je pense que c'est vraiment pour lui la matière du cinéma qui travaille, cette espèce d'incandescence
primitive. Et pour moi, c'est quelque chose qui est encore dans son cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui touche, c'est pas simplement ce que racontent les films, qui sont souvent des histoires de séparation, de rencontres, qu'il filme comme personne d'autre ne sait le faire. C'est aussi la durée des plans, l'attention au visage, ce qui se passe dans les regards. Et donc quelque chose qui est toujours enraciné dans le cinéma muet. Tu sais, il y a de tels moments d'amour, parfois, entre un homme et une femme, qu'on ne peut pas croire que ce sont des moments du temps. Pas des moments comme les autres, faits pour passer et disparaître. On est sûr qu'il est impossible qu'il n'en reste pas quelque chose pour toujours. Alors on fait un enfant. Mais pas pour l'enfant, pour l'amour. Pour qu'il perpétue ces moments. Et tant qu'on s'aime, on a le sentiment que l'enfant est l'incarnation de cet amour. Et quand on s'aime moins ou quand on s'aime plus, on a l'impression que l'enfant se détache de l'amour qu'il a créé et se met à exister pour lui-même, que l'autre histoire ne le concerne plus. C'est peut-être cette impression que j'ai de l'eau en ce moment qui s'en va un peu là. Parce que Jeanne ne m'aime plus. Et c'est toi qui n'aimes plus Jeanne. C'est la fin d'un amour, c'est comme le commencement, ça se joue à deux. Mais vous, c'est pas fini. Il y a l'eau. Fais-lui confiance. Voilà, c'est un extrait des baisers de secours. Alors, si Rimbaud avait survécu, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait été obligé d'avoir un peu de recul sur sa propre vie. C'est ce qui va se passer chez Garrel à partir de 79 et de L'Enfant secret, où il va faire un cinéma plus autobiographique, c'est-à-dire où il filme sa vie un peu avec un recul. Il devient père aussi, et donc dans son cinéma, il inclut il mêle à nouveau toute sa vie à son cinéma, mais cette fois-ci en étant père, en se posant des questions d'homme qui doit rentrer dans la société. Et là, cette scène est très émouvante parce que c'est son propre père, Maurice Garrel, qui discute avec lui. Donc là, la vie et le cinéma sont totalement mêlés. Et ce qui va perdurer, je crois, chez Garrel, c'est à la fois une absolue fidélité à son geste premier, je pense. Vous voyez, notamment Les Enfants désaccordés, son tout premier film. Et en même temps, quelqu'un qui a accepté son évolution, son vieillissement, et y compris même son embourgeoisement, en l'assumant totalement, mais en continuant à faire, en collant à sa propre vie, à ses propres sentiments. Je suis le petit chevalier, avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effroyer. Je suis le petit chevalier, avec la terre dessous mes pieds. J'irai te visiter, j'irai te visiter. Merci Marco Soudal. La rétrospective Philippe Garrel à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 20 octobre avec donc en plus des films que le cinéaste rechignait depuis longtemps à montrer, comme les très rares Berceaux de cristal dont vous avez parlé, Voyage au Jardin des Morts ou Athanor. Et samedi prochain à 14h30, on vous autorise exceptionnellement à ne pas écouter Plan Large en direct pour assister à la leçon de cinéma exceptionnelle de Philippe Garrel, animée par Frédéric Bonneau et Philippe Azouri, l'auteur de l'indispensable Philippe Garrel en substance, paru chez Capricci. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Manuel Couturier. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Séverine Cassard. La semaine prochaine, deuxième épisode de notre feuilleton consacré au maître en cinéma de Philippe Garrel, Jean-Luc Godard. On parlera de ses années 70, politique et vidéo, avec David Farou, auteur de Godard, Invention d'un cinéma politique, et le cinéaste et vidéaste Jean-Paul Fargier. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre,
présenté par Christine Bernard.